Dans les couloirs sombres de l'Hôtel-Dieu de Paris, une silhouette élégante glisse entre les lits des mourants. Vêtue de soie noire, elle porte un sourire angélique qui masque une âme damnée. Entre ses doigts gantés, une fiole de cristal contient la mort liquide. Marie-Madeleine d'Aubray observe avec fascination les convulsions de sa dernière victime. Le poison fait son œuvre. D'abord les sueurs froides, puis les crampes atroces, enfin l'agonie silencieuse. Elle prend des notes dans un carnet relié de cuir rouge sang. « Parfait !» murmure-t-elle en refermant les yeux vitreux du défunt. « Cette dose sera idéale pour son père, car cette femme de la haute noblesse française ne distribue pas la charité aux pauvres malades. Elle les utilise comme cobayes pour perfectionner ses techniques d'empoisonnement. Nous sommes en 1666 et la marquise de Brinvilliers vient de découvrir que sa propre famille l'a trahi. Son père, Antoine Dreux d'Aubray, lieutenant civil de Paris, a fait emprisonner son amant. Ses frères complotent pour la déshériter, mais ils ignorent encore qu'ils viennent de réveiller un démon. Dans les salons dorés de l'aristocratie parisienne, personne ne soupçonne que cette mère de famille exemplaire prépare méthodiquement l'extermination de sa propre lignée. Chaque visite à l'hôpital, chaque geste charitable cache une expérimentation macabre. Les archives judiciaires révèlent une vérité glaçante. Elle a testé ses poisons sur des dizaines d'innocents avant de s'attaquer à sa famille. Hommes, femmes, enfants, tous sont devenus des instruments de sa vengeance froide et calculée. Ce soir-là, en rentrant de l'hôpital, la marquise sourit en pensant au dîner du lendemain chez son père. Le patriarche d'Aubray ne se doute pas qu'il dégustera son dernier repas. Dans le carrosse qui la ramène vers son hôtel particulier, elle caresse la fiole fatale. L'histoire que vous allez découvrir dépasse la fiction la plus noire. Car Marie-Madeleine de Brinvilliers n'était pas une meurtrière ordinaire, c'était une scientifique du mal, une artiste de la mort, qui a transformé l'empoisonnement en art macabre. Bonsoir, âme courageuse qui osait plonger dans les abysses de l'histoire criminelle française. Je suis votre guide dans ce voyage au cœur des ténèbres du grand siècle, cette époque où derrière les fastes de Versailles se cachaient les crimes les plus atroces. L'affaire de la marquise de Brinvilliers a terrorisé Paris et ébranlé les fondements de l'aristocratie française. Cette femme de la haute noblesse a orchestré un massacre familial d'une cruauté inouïe, utilisant les plus démunis comme terrain d'expérimentation pour ses poisons mortels. Mais cette histoire n'est pas qu'un simple fait divers sanglant. Elle révèle les secrets les plus sombres de la société française du XVIIe siècle. Corruption, trahison familiale et cette fascination morbide pour l'art de donner la mort qui gangrénait l'aristocratie parisienne. À travers 5 chapitres terrifiants, nous découvrirons comment une mère de famille respectée s'est muée en empoisonneuse méthodique, comment elle a perfectionné ses techniques sur les plus vulnérables et comment sa soif de vengeance l'a menée jusqu'à l'échafaud place de Grève. Avant de descendre dans cet enfer documenté par les archives judiciaires, montrez-moi votre courage, abonnez-vous à cette chaîne si vous osez affronter les vérités les plus noires de notre histoire. Laissez un pouce levé si votre âme est assez forte pour ces révélations macabres. Et surtout, écrivez-moi en commentaire de quel pays et quelle ville vous nous regardez, car ces histoires d'horreur traversent les frontières et les siècles pour nous rappeler que le mal n'a ni nationalité ni époque. Maintenant, éteignez les lumières et préparez-vous à rencontrer l'une des criminelles les plus diaboliques de l'histoire française. Marie-Madeleine d'Aubray naît en 1630 dans l'opulence glacée de l'hôtel particulier familial, rue Neuve-Saint-Paul. Dès l'enfance, cette future marquise manifeste une intelligence perverse qui fascine et inquiète son entourage. Ses gouvernantes chuchotent qu'elle dissèque les oiseaux morts du jardin avec une précision chirurgicale, notant méticuleusement leur réaction à divers poisons végétaux. Son père, Antoine Dreux d'Aubray, lieutenant civil de Paris, règne sur sa famille avec la poigne de fer d'un despote. Cet homme au visage taillé dans le granit accumule les ennemis par sa corruption notoire et ses jugements arbitraires. Il vend les charges, manipule les procès et transforme la justice en commerce personnel. Marie-Madeleine observe, apprend
et nourrit une rancœur silencieuse. Le mariage arrangé avec Antoine Gobelin de Brinvilliers en 1651 scelle son destin dans une union sans amour. Le marquis, homme falot et velléitaire, se révèle incapable de satisfaire les appétits de sa jeune épouse. Très vite, Marie-Madeleine trouve refuge dans les bras de Gaudin de Sainte-Croix, officier de cavalerie au charme vénéneux. Sainte-Croix n'est pas qu'un simple amant, c'est un initié aux secrets les plus noirs. Emprisonné à la Bastille pour dette, il y rencontre un alchimiste italien, Exili, maître dans l'art des poisons subtils. Ces deux complices transforment la cellule en laboratoire clandestin, distillant des essences mortelles qui ne laissent aucune trace visible. À sa libération, Sainte-Croix partage ses connaissances avec Marie-Madeleine dans le secret de leur rendez-vous clandestin. La marquise découvre avec extase ces poudres blanches qui tuent sans laisser de marque, ces liquides incolores qui imitent les fièvres naturelles. Elle a trouvé sa vocation, devenir une artiste de la mort invisible, mais en 1663, le coup de tonnerre éclate. Antoine d'Aubray, découvrant la liaison scandaleuse de sa fille, fait emprisonner Sainte-Croix sur lettre de cachet. La séparation brutale transforme l'amour en haine pure. Marie-Madeleine comprend que sa famille l'a trahi, brisé son bonheur, détruit sa vie. La vengeance germe dans son cœur comme un poison. Seule dans son hôtel particulier, elle continue secrètement les expérimentations apprises de son amant. Son laboratoire personnel s'installe dans les caves, où elle distille ses premiers poisons en pensant au visage de ceux qui l'ont humiliée. Chaque fiole préparée porte le nom d'un membre de sa famille. Parallèlement, elle développe une façade d'épouse et mère exemplaire. Ses œuvres charitables aux Hôtels-Dieu et Hôpital Général lui valent l'admiration de la société parisienne. Personne ne devine que ses visites aux malades cachent un objectif sinistre. Tester ses préparations mortelles sur des cobayes humains sans défense. Les premiers essais sont concluants. Les doses administrées aux mourants passent pour des complications naturelles. Marie-Madeleine perfectionne ses techniques, note les symptômes, ajuste les quantités. Chaque décès lui apporte des données précieuses pour son projet vengeur. Elle devient une scientifique du mal, méthodique et impitoyable. En 1666, quand Sainte-Croix sort enfin de prison, il retrouve une Marie-Madeleine transformée. La jeune femme passionnée s'est muée en empoisonneuse accomplie, prête à frapper sa propre famille. Ensemble, ils vont orchestrer l'un des massacres les plus froids de l'histoire criminelle française. La marquise de Brinvilliers vient de naître. L'Hôtel-Dieu de Paris, en 1667, ressemble davantage à un mouroir qu'à un hôpital. Dans ses couloirs, suintant l'humidité et la mort, s'entassent les miséreux de la capitale. C'est dans cet enfer sanitaire que Marie-Madeleine de Brinvilliers établit son laboratoire vivant, transformant la charité chrétienne en expérimentation diabolique. Chaque mardi et vendredi, la marquise arrive dans son carrosse noir, vêtue de ses plus beaux atours. Les religieuses hospitalières l'accueillent avec déférence. Cette noble dame apporte des remèdes, des vivres et surtout des aumônes généreuses. Elles ignorent que sous ces jupons de soie se cachent des fioles mortelles. Sa méthode est d'une perversité raffinée. Elle repère d'abord les malades les plus isolés, vieillards abandonnés, orphelins mourants, femmes en couche sans famille. Ces êtres oubliés de tous deviennent ses sujets d'expérimentation parfaits. Qui pleurerait un indigent de plus dans cette fosse commune qu'est l'hôpital parisien? Marie-Madeleine a développé tout un arsenal empoisonné. L'arsenic blanc, indétectable au goût, qu'elle mélange au bouillon, le sublimé corrosif dissimulé dans les tisanes apaisantes. L'antimoine, cette poudre grise qui provoque des convulsions atroces avant une mort qui ressemble à l'épilepsie. Chaque poison nécessite ses propres observations. Son carnet de cuir rouge devient le grimoire de ses expériences macabres. Patient 17, arsenic, dose 3 grains, mort en 6 heures, convulsion modérée, note-t-elle de son écriture délicate. Patiente 23, sublimé, dose 2 grains, agonie prolongée, excellent pour simulation de fièvre.
Ses annotations cliniques décrivent des agonies humaines. La sœur Marie-Angélique, infirmière dévouée, commence à s'inquiéter de cette coïncidence troublante. Tous ces décès surviennent après les visites de la charitable marquise. Mais qui oserait soupçonner une bienfaitrice de la haute noblesse? Le doute ronge la religieuse sans qu'elle puisse l'exprimer. Marie-Madeleine perfectionne aussi l'art du dosage progressif. Elle administre d'abord de petites quantités pour étudier les symptômes, puis augmente graduellement jusqu'à la dose létale. Certaines victimes agonisent pendant des semaines, offrant un laboratoire d'observation exceptionnel à cette scientifique de la mort. Les enfants constituent ses cobayes favoris. Leurs organismes fragiles réagissent plus rapidement aux toxines, permettant des observations précises. Dans le quartier des orphelins, elle distribue des sucreries empoisonnées en souriant tendrement. Les petits corps convulsés dans leur berceau ne réveilleront jamais ses remords. Parallèlement à ses expériences à l'Hôtel-Dieu, elle teste ses poisons sur sa propre domesticité. Sa femme de chambre, Françoise, souffre de maux d'estomac récurrents depuis que sa maîtresse lui prépare personnellement ses repas. Le valet Jean-Baptiste développe des tremblements inexpliqués. Ses empoisonnements domestiques servent de répétition générale. Après 18 mois d'expérimentation, Marie-Madeleine maîtrise parfaitement son art mortel. Elle connaît les doses exactes, les temps d'action, les symptômes à surveiller. Son arsenal de mort est prêt. Dans son hôtel particulier, elle contemple les portraits de sa famille en caressant ses fioles. Son père, ses frères, sa sœur, tous vont payer leur trahison. Les cobayes de l'Hôtel-Dieu ont préparé leur exécution. Antoine Dreux d'Aubray ne se doute de rien quand sa fille Marie-Madeleine lui propose de l'héberger dans son hôtel particulier durant l'été 1666. Le patriarche de 70 ans, affaibli par les excès d'une vie de débauche et de corruption, accueille cette réconciliation comme un signe de sagesse tardive de sa cadette rebelle. La marquise orchestre cette cohabitation avec un machiavélisme glacial. Elle installe son père dans l'aile ouest de sa demeure, suffisamment éloigné des domestiques pour que ses gémissements nocturnes n'alertent personne. Chaque détail est calculé. La chambre isolée, les repas servis par elle seule, même le médecin de famille est écarté sous prétexte d'économie. Le premier empoisonnement commence un mardi matin d'août. Marie-Madeleine verse quelques gouttes d'arsenic dans le chocolat matinal de son père, dose soigneusement calculée d'après ses expériences hospitalières. Antoine ressent les premiers malaises vers midi, nausées légères, maux de tête diffus. Il attribue ces symptômes à la chaleur estivale. Pendant 3 semaines, la marquise administre quotidiennement ses poisons, variant les doses selon les réactions paternelles. Tantôt l'arsenic dans les soupes, tantôt l'antimoine dans les vins, parfois le sublimé corrosif mélangé aux confitures. Antoine d'Aubray dépérit lentement, ses forces s'amenuisent, mais l'agonie demeure supportable. Marie-Madeleine joue à la perfection son rôle de fille dévouée. Elle veille son père mourant, lui éponge le front, lui tient la main durant ses crises. Les rares visiteurs admirent cette piété filiale touchante. Personne ne remarque le sourire imperceptible qui effleure ses lèvres quand Antoine se tord de douleur. Les symptômes s'aggravent progressivement selon le plan minutieusement établi. D'abord les troubles digestifs chroniques, puis les tremblements incontrôlables, ensuite les accès de fièvre qui simulent une maladie naturelle. Le lieutenant civil, autrefois si redoutable, n'est plus qu'une loque humaine gémissante. Antoine d'Aubray tente plusieurs fois d'appeler un médecin, mais sa fille l'en dissuade avec des arguments économiques. « Pourquoi dépenser inutilement, mon père? Ces malaises passeront avec le repos. » Elle lui prépare elle-même ses remèdes, décoctions mortelles qu'elle présente comme des tisanes bienfaisantes. Le 10 septembre 1666, Marie-Madeleine décide d'accélérer le processus. Elle augmente drastiquement les doses, mélangeant arsenic et sublimé dans un cocktail mortel qu'elle sert dans un bouillon de poule. Antoine, affaibli par des semaines d'empoisonnement progressif, ne peut plus résister. Les convulsions commencent dans l'heure. L'agonie finale dure 3 jours atroces.
Antoine d'Aubray hurle sa souffrance dans la chambre isolée, implorant sa fille de le sauver. Marie-Madeleine demeure à son chevet, feignant l'affliction, tout en prenant des notes mentales sur l'efficacité de ses dernières préparations. Le patriarche meurt en bavant du sang, les yeux révulsés. Le 13 septembre, Marie-Madeleine de Brinvilliers sort de la chambre mortuaire en versant des larmes de crocodile. Elle annonce aux domestiques terrorisés que son père vient de succomber à une fièvre maligne. Le médecin appelé en urgence constate un décès naturel. Les poisons utilisés ne laissent aucune trace visible. La marquise a réussi son premier meurtre familial, mais ce n'est que le commencement de sa vengeance sanglante. La mort d'Antoine d'Aubray ne satisfait qu'à moitié la soif de vengeance de Marie-Madeleine. Ses deux frères, Antoine-Louis et François, ont également participé à l'humiliation de leur sœur en soutenant l'emprisonnement de Sainte-Croix. Pire encore, ils convoitent maintenant l'héritage paternel, comptant écarter leur sœur des bénéfices. Cette cupidité fraternelle signe leur arrêt de mort. Antoine-Louis d'Aubray, l'aîné, conseiller au Parlement de Paris, possède la même arrogance cynique que son défunt père. Cet homme de 42 ans mène une existence dissolue entre orgies et corruption judiciaire. Il ignore que sa sœur l'observe depuis des mois, étudiant ses habitudes, ses faiblesses, préparant méticuleusement sa destruction. La marquise adopte une stratégie différente pour ses frères. Plutôt que l'empoisonnement progressif utilisé contre son père, elle opte pour des attaques ponctuelles et brutales. L'objectif, faire passer leur mort pour des accidents ou des maladies foudroyantes, évitant ainsi les soupçons d'une série d'empoisonnements familiaux. En février 1667, Marie-Madeleine invite Antoine-Louis à un souper intime dans son hôtel particulier. Le menu soigneusement préparé dissimule un arsenal chimique mortel. Pâté aux truffes saupoudrées d'arsenic, vin de Bordeaux additionné de sublimés corrosifs, fruits confits imbibés d'antimoine. Chaque plat contient une dose théoriquement létale. Antoine-Louis dévore le festin empoisonné avec l'appétit d'un condamné inconscient. Sa sœur l'observe savourer chaque bouchée mortelle, comptant mentalement les minutes avant l'apparition des premiers symptômes. Vers minuit, les crampes intestinales commencent, suivies de vomissements sanglants incontrôlables. L'agonie d'Antoine-Louis dure 15 heures atroces. Contrairement à leur père, ce frère se débat furieusement contre la mort, multipliant les convulsions et les hurlements. Marie-Madeleine reste à son chevet, feignant l'inquiétude fraternelle tout en savourant intérieurement cette justice vengeresse. Il meurt en bavant une écume rosâtre, les membres tétanisés. François d'Aubray, le cadet, assiste aux funérailles de son frère aîné sans soupçonner qu'il contemple son propre avenir. Cet homme de 38 ans, plus prudent qu'Antoine-Louis, évite soigneusement les invitations de sa sœur depuis la mort suspecte de leur père. Cette méfiance instinctive complique les plans homicides de Marie-Madeleine. La marquise adapte sa méthode. Elle fait appel à la chaussée, domestique complice formée par Sainte-Croix, aux techniques d'empoisonnement. Ce valet s'introduit au service de François d'Aubray sous une fausse identité, devenant l'instrument invisible de la vengeance fraternelle. Personne ne soupçonne ce serviteur dévoué d'être un assassin professionnel. Pendant 6 mois, la chaussée empoisonne méthodiquement François d'Aubray. Quelques gouttes d'arsenic dans le vin matinal, une pincée d'antimoine dans les ragoûts, du sublimé corrosif mélangé aux tisanes du soir. François dépérit lentement, attribuant ses malaises chroniques au chagrin causé par les décès familiaux récents. En septembre 1667, exactement 1 an après la mort de leur père, François d'Aubray rend son dernier souffle dans d'atroces souffrances. 3 membres de la famille d'Aubray ont péri en 13 mois, laissant Marie-Madeleine seule héritière d'une fortune considérable. Mais cette hécatombe familiale commence à éveiller les soupçons. La marquise vient de commettre l'erreur qui causera sa perte. Elle a tué trop vite, trop systématiquement. L'étau judiciaire va bientôt se refermer sur l'empoisonneuse. La chute de Marie-Madeleine de Brinvilliers commence par un accident du destin. En juillet 1672, Gaudin de Sainte-Croix meurt subitement dans son laboratoire clandestin, probablement empoisonné par ses propres vapeurs toxiques.
La police découvre ces papiers secrets, révélant l'étendue du réseau d'empoisonneurs parisiens et impliquant directement la marquise dans les meurtres familiaux. Prévenue par ses complices, Marie-Madeleine fuit précipitamment vers les Pays-Bas espagnols. Pendant 4 années, elle mène une existence errante et misérable, passant de couvent en couvent sous de fausses identités. Mais l'étau judiciaire se resserre inexorablement. Le lieutenant-général de police, Gabriel Nicolas de la Reynie, lance un mandat d'arrêt international contre la marquise fugitive. L'arrestation survient en mars 1676 à Liège, grâce à la traîtrise de ses propres complices. Ramenée enchaînée à Paris, Marie-Madeleine découvre sa cellule de la conciergerie, ce cachot humide où elle passera ses derniers mois. Les murs suintants et l'odeur de mort qui imprègne les pierres annoncent son destin fatal. Le procès s'ouvre dans une atmosphère de curiosité morbide. Tout Paris se passionne pour cette affaire qui révèle les secrets les plus noirs de l'aristocratie. Marie-Madeleine comparaît avec une dignité glaciale, refusant obstinément d'avouer ses crimes malgré les preuves accablantes. Sa beauté fanée par l'exil contraste avec la noirceur de ses actes. Sous la torture, la marquise finit par craquer partiellement. Elle avoue les empoisonnements de son père et de ses frères, mais nie farouchement avoir testé ses poisons sur les malades des hôpitaux. Cette demi-confession ne lui évite pas la condamnation capitale. Le 16 juillet 1676, elle est condamnée à avoir la tête tranchée après amende honorable. La matinée du 17 juillet 1676 se lève dans une atmosphère d'apocalypse. Tout Paris converge vers la place de Grève pour assister au châtiment de l'empoisonneuse. Marie-Madeleine, vêtue d'une chemise blanche de pénitente, monte sur l'échafaud avec une fermeté qui glace d'effroi les spectateurs. Ses yeux brûlent d'une haine inaltérable. Face à la foule hurlante, la marquise refuse les derniers sacrements et crache au visage du confesseur. D'une voix portante, qui domine les clameurs populaires, elle prononce les paroles qui vont terroriser Paris. « Maudits soient mes juges et leur descendance, que la mort les frappe comme ils me frappent, que leurs familles périssent dans les tourments. » Cette malédiction publique sème l'épouvante parmi les magistrats présents. Plusieurs d'entre eux blêmissent en entendant ces imprécations qui résonnent comme un sortilège diabolique. Marie-Madeleine de Brinvilliers affronte la mort avec la même froideur qu'elle a donné la mort, transformant son exécution en acte de vengeance posthume. Le bourreau Charles Sanson tranche la tête d'un coup de hache précis, mais selon les témoins présents, les yeux de la décapitée continuent de bouger pendant plusieurs secondes, fixant avec haine les juges responsables de sa condamnation. Ce détail macabre nourrit immédiatement les légendes urbaines sur la malédiction de la marquise. Le corps de Marie-Madeleine est brûlé sur un bûcher, ses cendres dispersées aux 4 vents selon la sentence, mais sa mort ne clôt pas l'affaire. Dans les mois suivants, plusieurs magistrats du procès meurent dans des circonstances suspectes, ravivant les rumeurs sur l'efficacité de sa malédiction finale. La marquise de Brinvilliers a emporté ses secrets dans la tombe, laissant derrière elle une légende noire qui hante encore les couloirs de la justice française. L'affaire de la marquise de Brinvilliers a révélé au grand jour la face cachée de l'aristocratie française du grand siècle. Derrière les fastes de Versailles et l'étiquette raffinée des salons parisiens se dissimulait un monde de violence, de corruption et de crimes innommables. Cette femme de la haute noblesse a transformé l'empoisonnement en science exacte, utilisant les plus démunis comme cobayes pour perfectionner ses techniques mortelles avant de les retourner contre sa propre famille. Son procès a marqué un tournant dans l'histoire judiciaire française. Pour la première fois, la justice osait s'attaquer à l'aristocratie avec la même sévérité qu'aux classes populaires. L'enquête minutieuse menée par la Reynie a également révélé l'existence d'un véritable réseau d'empoisonneurs dans la haute société parisienne, préfigurant la célèbre affaire des poisons qui éclatera quelques années plus tard. Aujourd'hui encore, la figure de Marie-Madeleine de Brinvilliers fascine et terrifie. Elle incarne cette capacité humaine à transformer l'intelligence en instrument de destruction, la science en arme du crime.
Sa malédiction lancée depuis l'échafaud continue de résonner comme un avertissement. Le mal peut revêtir les atours de la respectabilité et la mort peut se cacher sous les apparences de la charité.